Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints au Workplace Ninja France. Dans cette session, Romain va nous présenter Microsoft Purview et comment protéger ses données sensibles. Romain, je te laisse la main. Bonne session à tous. Super. Merci Damien et puis merci de m'avoir permis de participer donc à la communauté Workplace Ninja France et merci à tous d'être présents pour participer justement à cette session orientée protection des données. En 2 mots, donc Romain Dalle, voilà, je navigue dans la communauté Microsoft et les sujets Microsoft depuis je compte plus, depuis 2006. Toujours traditionnellement sur les sujets de collab, et puis depuis près de 5 ans, j'ai davantage plongé sur le sujet de la protection des données pour en faire mon activité principale aujourd'hui. Voilà, différentes certifications qui m'ont permis de continuer à apprendre sur tout ce qui bouge autour des technos Microsoft. Pour mieux me connaître, et quelques infos supplémentaires. Nordiste d'origine, mais nordiste dans le sens du Pas-de-Calais, avec un petit détour par le Québec pendant quelques années, et me voici à Lyon depuis plus d'une dizaine d'années. Pour me suivre, n'hésitez pas. Alors plutôt côté LinkedIn, j'ai pas spécialement un blog personnel. J'anime ce qu'on appelle la Minute Purview 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner au hashtag. Avec aussi éventuellement bientôt une newsletter. Voilà. Côté hobby, le handball, et puis avec mon club de cœur, le Handball Club de Lyon, côté Lyon 9. Voilà. Sans plus tarder, commençons. En agenda, on a un agenda qui peut être assez riche. Après, n'hésitez pas à poser des questions par le chat, et puis soit j'essaie d'y répondre en live, soit on les prendra à la fin. On va faire un tour du proprio, mais quand même assez global sur Purview, parce qu'il y a beaucoup plus à dire qu'en 1 heure. On pourrait en parler pendant plus d'une journée et ce serait pas encore fini. Donc je ne sais pas spécialement si vous connaissez le sujet ou si vous découvrez. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mauvaise question. Donc surtout, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous semblent pas forcément explicites ou précises. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, avec vos questions. Donc voilà, on va parler de différents sujets. Repérer les données. Une fois qu'on les a repérées, c'est en vue de les protéger, mais aussi éventuellement gérer leur cycle de vie. Et on terminera avec une petite partie un peu démarche projet aussi. La protection des données, avant de parler d'outils, c'est tout un ensemble de questions et de thématiques. Au final, la protection des données, qu'est-ce que c'est? En fait, comme plusieurs, je n'ai pas inventé l'expression. Certains se reconnaîtront, je crois. Ce que j'aime bien utiliser, qui fonctionne bien, c'est justement les données. De plus en plus, c'est un peu les joyaux de la couronne pour une organisation. C'est des données qui ont différents niveaux d'importance et d'impact si ces données sont pas correctement manipulées. Ça peut être des données de type propriété intellectuelle, et forcément, il faut les protéger. Et au-delà de la propriété intellectuelle, c'est des données qu'il faut savoir gérer correctement, parce qu'on a de plus en plus, étant les organisations, elles ont de plus en plus de réglementations à respecter, qu'elles soient nationales, européennes, internationales. Donc, en voici 3 les plus connus: RGPD sur les données personnelles au niveau européen, PCI DSS plutôt sur des données bancaires. Après, bien sûr, la norme ISO 27001. Donc ces données, c'est pas pour le plaisir qu'on les protège, c'est parce que ça peut avoir un impact sur notre position concurrentielle, mais aussi parce que si on les gère pas correctement, on peut, on le voit de plus en plus passer dans l'actu, on peut avoir aussi des amendes, ou tout simplement le fait de pas être certifié ISO 27001, ça peut aussi nous couper certaines opportunités commerciales, par exemple. La protection de la donnée, c'est pas d'une manière, vous le verrez, il y a différentes manières d'y arriver, qui sont toutes assez complémentaires. Elles sont pas du tout exclusives, elles sont vraiment complémentaires.
Et puis, une stratégie, par exemple le DLP, on y reviendra, c'est pas forcément une stratégie unique pour l'ensemble des salariés d'une organisation. On peut bien sûr avoir aussi une approche périmétrique. Et enfin, la protection des données, c'est pas un trip technique, c'est pas un trip du RSSI, je cloisonne tout et c'est tout et tout va bien. Non, parce que sinon ça bloque la productivité. Donc il faut savoir bloquer la donnée si réellement c'est nécessaire. Et la question comment on sait si c'est nécessaire, forcément il y a des règles à définir, à valider, à tester. Et la protection des données, vous vous en doutez, si c'est déjà déployé dans vos organisations, eh bien, si vous, si vous ne comprenez pas pourquoi, par exemple, vous ne pouvez pas envoyer un certain email ou pourquoi vous ne pouvez pas partager une certaine information dans une conversation Teams, ça peut vous frustrer et finalement vous inciter à utiliser d'autres moyens pour arriver à vos fins parce que vous jugez que c'est nécessaire. Et au final, on tombe sur le Shadow ID et à nouveau de la donnée qui n'est plus protégée. Donc au final, l'objectif est complètement raté. Voilà un petit peu l'introduction finalement sur ce sujet. Toutes les organisations finalement vont faire face d'un point de vue protection des données, à 3 scénarios qui se rejoignent, mais qui ont aussi un angle qui est particulier. C'est que forcément, on a des outils collaboratifs qui nous permettent de plus en plus facilement à créer de la donnée, à la partager. Qui dit partager dit éventuellement la disséminer. Et une organisation peut avoir beaucoup de mal à repérer non pas où sont n'importe quel type de données, mais à minima, est-ce que les données sensibles au sens large, donc données confidentielles et autres, où sont ces données ou ça peut être aussi au-delà de la donnée confidentielle, c'est une donnée liée par exemple à un process une procédure de qualité. Si cette donnée, une procédure X ou Y, finalement, on n'arrive pas à savoir que ce document ou que sais-je, il est à un certain endroit et puis finalement ce document il est obsolète. Le fait de laisser ce document exister, ça peut amener à finalement une utilisation inadéquate d'un outil, d'une machine ou autre, ou tout simplement, voilà, si on a une donnée confidentielle qui traîne, eh bien, on ne va pas pouvoir la protéger. Donc forcément, il y a des risques d'utilisation inadéquate de ces données dont on ne repère pas leur existence. On va parler en anglais de dark data et en français plutôt de vrac numérique au sens large du terme. Et puis finalement, ce premier scénario a une première conséquence, c'est que si on a justement, enfin vous l'avez peut-être deviné, le fait de ne pas pouvoir repérer et donc protéger la donnée, forcément ça facilite des actions malveillantes par un utilisateur externe, mais aussi par un utilisateur interne, de copie de données sensibles ou confidentielles sur des emplacements au sens large, donc copie site web, clé USB ou autre, sur des emplacements qui ne sont pas protégés et qui font qu'on a une donnée confidentielle qui sort de manière non conforme ou non contrôlée de l'organisation. Et bien à court terme, à minima, ça peut avoir un impact forcément pour l'organisation. Mais la perte de données et de données confidentielles, c'est pas forcément des actions malveillantes, c'est aussi beaucoup finalement d'actions involontaires, d'erreurs humaines. On ne sait pas, on ne se rend pas compte et c'est normal qu'on ne puisse pas partager certaines données personnelles ou données bancaires ou autres à des collaborateurs externes, quand bien même moi je connais cette personne, j'ai tout à fait confiance, oui, mais d'un point de vue organisation, c'est pas suffisant. Donc forcément, il faut non pas forcément bloquer l'utilisateur, mais mettre en place des systèmes, on le verra, qui permettent à l'utilisateur de se rendre compte des actions qu'il fait et éventuellement
changera d'avis, il changera d'avis sur sa manière de collaborer avec cette personne, tout en n'étant pas bloqué sur son process métier, ou bien il justifiera son action. Et ainsi, finalement, on saura que oui, telle donnée éventuellement est sortie de l'organisation, mais pour les raisons X ou Y qui sont jugées recevables. Donc, voilà 3 scénarios auxquels toute organisation fait difficilement face, on va dire. Et finalement, Microsoft Purview vient répondre à ces 3 grandes thématiques. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces 3 thématiques-là. Donc, Microsoft Purview, voilà, c'est la solution que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc, qui est une solution cloud de Microsoft 365, hein, bien sûr, qui couvre 2 thématiques, la gestion des risques et la conformité des données, donc personnelles, confidentielles, sensibles, quel que soit l'adjectif qu'on souhaite utiliser, selon le cas d'usage forcément. Donc, on va parler de données non structurées, donc des documents, des emails, des conversations Teams, des images, voilà, tout ce qui est finalement entre guillemets documentaire au sens large du terme. Et ces documents ou ces données, eh bien, on les retrouve bien sûr sur notre tenant, on les retrouve sur des postes de travail, sur des serveurs de fichiers, mais aussi bien sûr sur des emplacements web autres que le tenant. Et c'est finalement tout ce périmètre-là que Purview va adresser. Et puis, on a aussi la notion de gouvernance des données structurées, donc qui a donné son nom à Microsoft Purview, et j'y reviendrai juste après, et qui vient plutôt sous une notion de data catalog et data mapping, de référencer l'ensemble des données structurées, quel que soit leur emplacement réel, ça, c'est une table Azure ou des données chez Amazon Web Services ou ailleurs, ou des données on-prem, des données SQL on-prem par exemple. Eh bien, on va référencer toutes ces données, on va référencer ces schémas de données pour identifier finalement dans quelle table, éventuellement dans quelle colonne, on va retrouver potentiellement de la donnée confidentielle ou de la donnée personnelle. Et ça permettra finalement de renforcer une posture de sécurité sur cette gestion de données. Et donc, Microsoft Purview, ce n'est pas le nom d'une technologie, c'est Microsoft Purview, c'est une marque qui vient de l'association de justement 2 plateformes qui aujourd'hui sont à la fois séparées et complémentaires. Donc, côté protection des données non structurées dont on va parler aujourd'hui, initialement, ça s'appelait Azure Information Protection, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc AIP. C'est devenu ensuite Microsoft Information Protection, donc MIP. Et depuis, le temps passe vite, je perds un petit peu, je pense que ça doit faire bientôt 1 an, que c'est devenu Microsoft Purview. Et justement, comme j'expliquais, Microsoft, le mot Purview a été hérité de Azure Purview. Voilà pour le côté histoire, on va dire. Et dernier point, d'un point de vue voilà, vue d'ensemble, la protection des données, c'est une des briques qu'une organisation à laquelle elle doit y penser à minima, et idéalement la mettre en œuvre. Et puis dans un catalogue de solutions Microsoft, voilà, on a tout un ensemble de solutions dans le cloud Microsoft Sécurité, on va dire, qui permettent d'appuyer cette posture de cybersécurité et du zéro trust. Chacune des solutions forcément contribuant sur entre guillemets, son périmètre dédié et complémentaire. Alors, sans plus tarder, on va commencer par ce que j'appelle l'acte 1. Protéger ces données, c'est d'abord savoir les repérer. Justement, on ne va pas protéger n'importe quelle donnée, ce serait sans fin. Donc, il s'agit au-delà de choisir quelles données on veut protéger, il faut savoir, une fois qu'on sait lesquelles, il faut savoir les repérer pour, idéalement, bien sûr, faire de la protection la plus automatisée possible.
Et pour cela, au travers de Purview, on va avoir différentes mécaniques. On va, par exemple, utiliser ce qu'on appelle des types d'informations sensibles. Alors, vous allez m'entendre aussi parler de SIT, donc Sensitive Information Type. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est définir une structure de données bien particulière avec, par exemple, une expression régulière, éventuellement l'ajout de mots-clés qui viennent réduire le risque de faux positifs par rapport aux correspondances entre une regex et certains mots ou une certaine suite de caractères dans un document ou une conversation. Et puis également encore d'autres règles qui permettent encore une fois de réduire des faux positifs, donc par exemple des seuils d'occurrence de ce regex dans un certain email ou un certain document. On va dire que c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est qu'on va plutôt que de regarder une donnée, une chaîne de caractères, on va dire, dans un document, on va analyser le document dans son ensemble. Et là, on va parler de trainable classifier pour garder le terme de Purview. Donc, c'est au travers de l'IA et du machine learning de repérer des documents qui, analysés dans leur ensemble, entre guillemets, laissent penser, et avec le plus de certitude possible, forcément, de se rendre compte que tel document représente telle nature d'information, et on le verra plus tard, si c'est telle nature d'information, on saura y attacher telle ou telle mesure de protection. Les exemples très simples, et j'en donnerai d'autres tout à l'heure, d'un point de vue données personnelles, c'est par exemple repérer un CV. On ne va pas mettre des regex, on ne va pas mettre en place des regex pour repérer un CV, on va analyser un CV dans son ensemble. Quand bien même tous les CV n'ont pas le même modèle, on y retrouve globalement les mêmes informations. Et presque pareil, mais ce n'est pas pareil pour autant. On va utiliser aussi ce qu'on appelle du document fingerprinting. C'est par exemple, on va essayer d'analyser l'empreinte technique par exemple d'un formulaire. Et tout document qui a été rempli sur la base de ce formulaire va avoir, alors les détails techniques exacts, ça serait trop long d'essayer de les expliquer, mais en tout cas va avoir une empreinte justement qui y ressemble, enfin qui s'en rapproche, et donc le système saura repérer justement que un certain document finalement n'est qu'une occurrence d'un certain formulaire, et donc si c'est ce formulaire-là, alors c'est tel niveau de sensibilité de l'information. Et on a également aussi le troisième étage qui est un petit peu un complément du premier sur les types d'informations sensibles. C'est que, au-delà de simplement essayer de modéliser nos données, eh bien, en fait, on va injecter, alors de manière tout à fait conforme et confidentielle vis-à-vis de Microsoft, l'organisation qui utilise l'Exact Data Match ne publie pas ces données à Microsoft, va finalement injecter certaines tables de données structurées qui, par exemple, j'en donnerai l'exemple tout à l'heure, certaines données caractéristiques des employés ou des clients, et qui, ces données seront utilisées de manière automatique par le système pour repérer si justement tel email, au-delà d'une donnée personnelle, on se rend compte que c'est une donnée personnelle interne ou c'est une donnée personnelle externe. Donc voilà, c'est différents mécanismes. Pour expliquer un petit peu plus en détail, quand on vient modéliser ce que je vais appeler ces artefacts dans Purview, on part pas d'une page blanche, encore heureux, sinon ce serait encore plus long comme type de projet. Purview propose différents modèles pris à l'usage d'un point de vue SIT. Donc je vous fais pas la lecture mot à mot, mais justement on a plus de 200 modèles pris à l'usage. Alors certains sont très orientés données françaises ou données de n'importe quel autre pays, voilà. Et puis ça peut être des données techniques, des données de santé, des données personnelles, forcément. Puis après, on va avoir aussi des cités un petit peu plus qui se basent par exemple sur une analyse sémantique. Donc, par exemple, reconnaître des noms, des prénoms, des adresses, justement des termes médicaux.
Et puis, un peu plus récemment, et ça s'améliore régulièrement, par exemple, dans une posture ISO 27001, on va essayer d'aller repérer des données de type justement login, mot de passe, parce que c'est des informations qui ne doivent pas se balader comme cela. Eh bien, on a aussi ce genre d'artefacts pris à l'usage. Bien sûr, on n'est pas limité par ces artefacts-là. On peut créer ses propres SIT personnalisés. Alors, par l'interface utilisateur, ça fonctionne très bien. Ou si on souhaite, par exemple, pour industrialiser la mise en œuvre, le déploiement, on peut le faire aussi par PowerShell. Et donc, typiquement, voilà, on crée ce qu'on va appeler un primary element. C'est vraiment l'essence même de la structure de données qu'on recherche. Donc, très régulièrement, c'est plutôt une expression régulière. Et puis, on va y mettre aussi ce qu'on appelle des supporting elements. Alors, ça peut être d'autres expressions régulières ou des mots-clés ou des dictionnaires de mots-clés. Et ça viendra justement, ça viendra aider le système à identifier si on est sur on va dire un vrai positif. Est-ce qu'on est vraiment sur, par exemple, la reconnaissance d'un numéro client, ou est-ce qu'on est sur un faux positif? Parce que on a ce regex là qui fonctionne, et en plus éventuellement dans on va appeler une distance une proximité de 300 caractères en avant ou en arrière en amont ou en aval de cette structure de données. Eh bien, on trouve certains mots-clés caractéristiques. Et là, ça nous permet justement ça permet au système tout simplement d'être davantage confiant sur la reconnaissance de cette information. Donc les classifieurs pré-entraînés, donc les trainable classifiers, voilà, de la même façon, on va pouvoir utiliser différents modèles prêts à l'usage qui ont été entraînés donc côté Microsoft. Certains sont compatibles avec des contenus francophones, par exemple tout ce qui est harcèlement ou voilà, comportement inadéquat d'un point de vue RH, on va dire. Les CV aussi, ça fonctionne, autant pour des CV anglophones que francophones. Mais on peut bien sûr aussi créer ce propre trainable classifier. Par exemple, on veut reconnaître des conditions, des documents de type conditions générales de vente. Alors, pourquoi cet exemple? C'est justement que pour l'exemple. Et donc, on va tout simplement entraîner la machine, le modèle de machine learning, pardon, en fournissant des exemples réels, donc par exemple un minimum de 200, et ensuite on va injecter d'autres documents pour l'entraîner. Et à partir du moment où le système indique, voilà, je suis assez confiant sur la reconnaissance de tel document, de tel modèle de document, eh bien, on va pouvoir l'utiliser pour les mesures de protection. Je passe un petit peu plus vite sur le document fingerprinting. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc l'empreinte d'un document et l'exact data match également. Voilà, c'est la notion de on va repérer des données réelles et on va les comparer au travers de comparaisons de hash, justement, avec des données qui sont en transit ou au repos dans un document. C'est c'est pas par ces deux techniques-là que l'on commence un projet de classification des données. C'est plutôt, on va dire, en deuxième, voire troisième étape. Très rapide démo pour ceux qui veulent se rendre compte vraiment à quoi ça ressemble finalement dans Purview. Donc là, on est dans la console Purview, donc compliance.microsoft.com. Donc, on a tout un panneau data classification qui nous permet justement d'utiliser nos classifiers. Donc là, on retrouve justement tous les trainable classifiers prêts à l'usage. Donc, certains sont en anglais, d'autres sont en français. Ils sont un peu plus bas. Voilà, par exemple, le harcèlement. Et puis, on retrouve, par exemple, nos trainable classifiers qui sont encore en entraînement.
Et typiquement, si je vous montre rapidement comment ça se passe. Hop, donc là, on a petit tableau de bord de configuration de ce Trainable Classifier. Tiens, petit effet démo, il est repassé à 0. Bon, ok. Bon, gros effet démo. Il n'y a plus de données. C'est pas grave, je vais vous en montrer d'autres. On va passer sur les CV. Hop. Bon, bah, je crois que je suis maudit pour aujourd'hui. C'est pas grave. On essaiera tout à l'heure de voir si ça revient. Fallait bien que ça arrive de toute façon. Sinon, sur les sensitive infotype, voilà, on a tout un ensemble de SIT prêts à l'usage. Et puis, bien sûr, on peut créer ses propres SIT. Donc, par exemple, bon, ça peut être très simple, hein, chercher des mots-clés, donc bon, lorem ipsum forcément, ou un SIT qui est à la recherche de mots de passe. Alors, Microsoft fournit le sien, mais on peut vouloir aussi créer notre propre SIT. Et ensuite, voilà comment ça fonctionne. On a un ou plusieurs patterns, et puis dans chacun des patterns, on vient définir justement une expression régulière. Voilà. Et donc, quelque chose qui est assez complexe selon ce qu'on recherche, avec différentes possibilités. Est-ce qu'on cherche un mot ou une chaîne de caractères, même si elle est répartie, même si elle comprend par exemple des espaces. Et puis on vient ajouter voilà, différents éléments qui viennent confirmer qu'on n'est pas sur un faux positif, avec des mots-clés et une règle de proximité justement entre le primary element et le supporting element. Et puis, donc là, on est juste sur le repérage des données. Avant même de faire de la protection des données, on a aussi ce qu'on appelle l'explorateur de contenu, qui nous permet justement, au travers des différents SIT ou des labels, on y reviendra, mais les Trainable Classifiers, pareil, on a voilà, un explorateur qui nous permet de repérer rapidement où se situe finalement telle nature d'information. Donc ça permet d'avoir en quasi temps réel, même si c'est pas mis à jour toutes les minutes non plus, une certaine cartographie de nos données. Voilà, je passe un petit peu vite pour être sûr de garder du temps pour la suite, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Alors, on rentre un peu plus dans le concret, on va parler enfin de protection réelle des données. Et donc justement, il y a cette notion de données au repos, en temps réel ou en mouvement, d'un point de vue protection. Alors, on va avoir différents mécanismes. Encore une fois, il ne s'agit pas forcément de tous les faire en même temps. On pourrait y revenir sur ce point après. Par exemple, ce qu'on appelle les étiquettes de protection. Donc, l'étiquette de protection, c'est comme justement une étiquette qu'on pose sur le document. Alors, de manière manuelle ou de manière automatisée, et j'y reviendrai, qui va permettre de caractériser le niveau de confidentialité du document. Donc, par exemple, c'est un document interne, c'est un document confidentiel, c'est un document secret, et éventuellement, selon justement cette étiquette, ça va déclencher différents mécanismes. Alors, de mécanismes de protection entre guillemets déclarative. On va à minima dans le document ajouter un marquage visuel, donc en tête, pied de page, filigrane. Mais aussi, éventuellement, on va appliquer un chiffrement par clé simple ou clé double. Alors, majoritairement, c'est plutôt une clé simple. Et puis, on va décider, si je chiffre ce document,
Est-ce que par défaut, c'est une certaine population ou c'est moi en tant qu'utilisateur qui applique cette étiquette, qui décide qui aura le droit de déchiffrer le document, et quand bien même je décide que telle personne a le droit de déchiffrer, eh bien, je ne lui donne qu'un droit de lecture. Je lui permets pas d'imprimer le document, je lui permets pas de sélectionner le contenu pour en faire un copier-coller. Voilà, il y a différents niveaux de permission. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail aujourd'hui, on pourra éventuellement faire une autre session, mais voilà, on a différents mécanismes. Et donc justement, les étiquettes de protection, on peut bien sûr demander aux utilisateurs d'appliquer ces étiquettes. Ça peut avoir entre guillemets ses avantages parce que ça implique l'utilisateur, il prend conscience de lui-même de l'importance du document, mais justement c'est aussi lui mettre sur les épaules une certaine responsabilité qu'on ne contrôle pas. Et donc à certains égards, et pour parfois des cas d'usage très simples, eh bien, une recommandation, c'est aussi de mettre en place de l'auto-étiquetage. Donc, l'auto-étiquetage de deux manières. L'étiquette, elle va s'appliquer de manière automatique quand je rédige mon document. On fera un petit exemple tout à l'heure. Donc, je crée un document ou je modifie un document existant, eh bien, le système va éventuellement me recommander une étiquette parce qu'il a reconnu, par exemple, une donnée personnelle ou une donnée bancaire, voire il va vraiment appliquer de lui-même cette étiquette. Et puis, on va avoir de l'étiquetage de manière automatique, mais on va dire en arrière-plan, sans que j'ai besoin d'ouvrir le document pour que l'étiquette soit appliquée. Donc voilà, il y a deux façons. Il y a tout un job qui travaille au quotidien, qui analyse des contenus à la volée et qui, selon la reconnaissance d'un contenu, appliquera une étiquette. Encore une fois, je ne rentre pas dans l'ensemble des règles qui doivent être respectées pour que ça s'applique, mais justement, c'est quelque chose qui permet justement d'aller protéger tout un ensemble de données que l'organisation possède toujours, mais qui n'est plus forcément manipulé d'un point de vue mise à jour, édition. Alors, je vous dis beaucoup de choses, hein, donc n'hésitez pas aussi à partager des questions pour tout à l'heure. Donc là, on n'est plus sur l'étiquette de protection, on va être sur ce qu'on va appeler la protection au repos des documents. Donc c'est voilà, le document, il n'est pas en train d'être envoyé par email, il est à un certain endroit, je le manipule ou non et je lui applique une étiquette. Et puis il y a la protection de la donnée, on va dire en mouvement, et on va parler de deux choses, mais surtout du data loss prevention, donc prévention contre la fuite des données. Ça va s'appliquer donc bien sûr au même type de contenu, donc un email, un document qui est partagé, un rapport Power BI dont on en fait un export, une conversation Teams. Et donc justement, selon l'analyse du contenu qui est sur le point finalement d'être partagé à un ou plusieurs destinataires, eh bien, il va y avoir différents comportements qui vont être exécutés par le système, et donc par le navigateur ou par votre client Outlook, ou voilà. Il y aura ou non, selon le choix de l'organisation sur telle ou telle stratégie de TLP, de l'interaction utilisateur. Donc, par exemple, on ne veut pas forcément bloquer, pour rester dans l'exemple des emails, on ne veut pas forcément bloquer les emails, mais on veut monitorer justement le flux d'emails, par exemple partant à l'extérieur, qui contiennent des données bancaires ou des données personnelles. C'est en général la première étape d'un déploiement. On ne veut pas tout de suite on veut pas tout de suite on va dire qu'il y ait une expérience utilisateur interactive entre l'utilisateur justement et son email, enfin et son client email. On veut d'abord monitorer pour affiner, on va dire, les stratégies. Et ensuite, dans une deuxième, puis troisième, puis quatrième étape, on viendra ajouter différents mécanismes selon la criticité de l'information. Ça peut être un premier bandeau qui indique « Attention, vous êtes sur le point de partager une information
jugé confidentiel ou jugé sensible à l'extérieur. Vous n'êtes pas bloqué, mais voilà, faites attention. Ou alors, ça peut être aussi, vous ne pouvez pas, le système vous bloque, mais si vraiment vous jugez que c'est nécessaire, alors vous avez la possibilité d'apporter en temps réel une justification business et ça viendra débloquer par exemple cet email. Ou alors on bloque complètement pour une raison X ou Y qui auront été définies en amont. Donc ces deux premières, ces deux premières flèches, c'est vraiment orienté DLP. Je fais une petite parenthèse sur ce qu'on appelle l'insider risk management, qui est, on va dire, une extension du DLP, mais extension, vous allez comprendre pourquoi je dis extension du DLP, même si ça n'en est pas. C'est qu'en fait, le DLP, on va monitorer une action unitaire. J'envoie un email. Alors que l'IRM, c'est ce qu'on appelle donc la gestion du risque interne, c'est que c'est en fait un monitoring d'une séquence d'actions qui, mis bout à bout, laisse penser qu'il y a finalement un comportement qui, volontairement ou non, est suspicieux et pourrait amener à une perte ou à un vol de données. Parce que il y a par exemple un téléchargement massif de contenus qui contiennent justement des données bancaires ou qui ont été labellisées. Et en plus, ces données, elles ont été renommées ou copiées ensuite sur USB, etc. Et ça finalement, on détecte ces actions-là. Elles ne sont pas bloquées. L'IRM ne bloque pas les actions. Elle monitore et si finalement, mis bout à bout, toutes ces actions sont jugées, entre guillemets, suffisantes pour être qualifiées comme étant suspicieuses, ça crée un incident IRM. Et donc, cet incident IRM, il peut être démarré par un événement DLP et inversement, un incident IRM peut influencer la façon dont la stratégie DLP interagit avec l'utilisateur. Un utilisateur jugé à risque, s'il manipule un document jugé confidentiel, ne pourra ni l'imprimer, ni le copier sur USB, ni le partager, etc. Et un autre utilisateur qui n'est pas jugé à risque, selon l'activité IRM, pourra, elle, éventuellement faire ses actions moyennant une justification business. Voilà un petit peu comment IRM vient finalement influencer le comportement de stratégie DLP. C'est ce qu'on appelle l'adaptive protection. Donc, rapide démo, encore une fois. Je vais vous montrer. Hop. Donc, sur les, par exemple, sur le labeling, là, je suis sur mon OneDrive. Pour l'instant, mon document, il n'a aucun label. Je viens de copier-coller un tableau avec plein de cartes de crédit. Et eh bien, j'ai un bandeau qui m'indique vous devriez labelliser ce contenu comme étant confidentiel. Alors là, c'est juste un exemple de recommandation de label. C'est pas un label qui est forcé. Et si je fais donc change, là pour l'instant, il est en général internal only. Et si je fais change now, donc il va passer en confidential. Et alors là, on est sur le Office Online, on le voit un petit peu moins, mais il va y avoir des filigranes. Je vais peut-être basculer plutôt sur le Word, ça sera plus efficace. Hop. On retrouve le même document qui a été donc labellisé confidential. On a un filigrane, voilà. Il n'y a pas de chiffrement là pour cet exemple-là, mais on a différentes choses qui ont été ajoutées sur le document en plus du label. Point aussi que je n'ai pas indiqué, le label qu'on applique sur un document, il va suivre le document. Quand bien même ce document il quitte Office 365, on le copie sur un poste de travail, on l'envoie par email, ce label il va suivre le document. Et si ce label déclenche du chiffrement, forcément le chiffrement il va suivre aussi. Donc c'est une protection tout au long du cycle de vie du document.
et un utilisateur destinataire de ce document, s'il n'est pas, comment dire, salarié de la même organisation, il ne pourra pas enlever le label en 2 clics et pour retirer la protection. Donc, on peut avoir du labeling automatisé ou on peut avoir du labeling manuel, où justement ici, par exemple, dans Office, on retrouve les différents labels. Alors, label à 1 niveau ou label à 2 niveaux, ça dépend des stratégies de l'organisation et ça dépend aussi de ce qu'on appelle la PSSI, donc le document qui vient classifier, qui vient définir la classification de confidentialité des données et des mesures de protection associées. Donc voilà, différents labels qui peuvent s'adapter à la langue de l'utilisateur avec des codes couleurs, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est complètement intégré à l'interface utilisateur. Autre exemple, donc par exemple, point de vue côté DLP, j'espère que cette fois-ci, j'aurai pas d'effet démo. Donc ici, on a un email qui a été juste labellisé public et là, pareil, ici également, sensitivity public. Et j'ai ajouté un destinataire externe. Et là, de manière automatique, j'ai un message qui m'indique que attention, votre email est étiqueté public et où est envoyé vers l'externe. Merci de vous assurer que les données partagées sont éligibles. Voilà, c'est juste une première étape de gestion du changement. On ne bloque pas l'utilisateur, on le laisse en contrôle de ses actions. Par contre, ici, on a un email toujours envoyé vers l'extérieur avec des données bancaires. Et alors, d'une part, on a à nouveau la recommandation de changer le label associé à l'email. Et en plus, on a une règle DLP qui nous indique que on ne peut pas envoyer l'email. Si je clique sur Send, c'est bloqué. Et donc, pour faire cette action, je serai obligé de faire une demande de dérogation. Et donc là, je dois ajouter une justification ou éventuellement, si c'est un faux positif, j'indique que c'est un faux positif. Il n'y a pas d'information sensible. Et bien sûr, tout cela, c'est enregistré côté Purview à des fins de monitoring et forcément pour vérifier pourquoi de tels emails sont tout de même partis. Voilà, je sais. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, il y a quelques réponses en live, donc je crois. Donc c'est super, merci. J'y reviendrai en tout cas au cas où. Et également, donc l'acte 3, on ira un petit peu plus vite parce que c'est un peu plus difficile à faire de la démo sur une question de cycle de vie, parce que qui dit cycle de vie dit durée, donc ça va être un petit peu plus difficile. On est sur une forme de protection dans le sens, justement, il y a des données qui ne doivent pas rester ad vitam aeternam dans le tenant pour des raisons justement, c'est de la donnée, parce que c'est une donnée qui devient obsolète. Et donc, qui dit obsolète dit périmée, inadéquate et qui peut être à risque même pour l'organisation en cas de poursuite juridique et d'exécution d'un process d'e-discovery. Je ne vous fais pas l'explication de tout ce qu'est les e-discovery, mais voilà, c'est une injonction alors, soit c'est un process interne parce que justement, l'organisation a été obligée de faire une enquête interne sur les agissements de tel ou tel collaborateur. Et donc, c'est la collecte de données qui sont à charge ou à décharge. Et ce process e-discovery, ça peut être également sur injonction d'un juge. Et là, on a l'obligation de faire la recherche et l'export de données associées à un utilisateur ou associées à une thématique. Et donc, si on a de la donnée qui
qui est périmé, eh bien, ça peut être à risque pour l'organisation. Le deuxième cas, on le connaît tous désormais, c'est forcément une conformité, par exemple, au RGPD. Qui dit RGPD dit données personnelles, et donc données personnelles, il faut y appliquer des cycles de vie. Donc, certaines données, par exemple un CV, dans une banque de CV, doit automatiquement être effacé selon la règle définie par l'organisation, 1 an après le dépôt dans la banque de CV, ou 6 mois, ou 2 ans, à condition que bien sûr, que cela ait été également communiqué à la personne qui partage son CV. Et bien sûr, le cycle de vie, ça, on n'a pas attendu le RGPD et la cybersécurité pour faire du cycle de vie sur les données. Ça existe depuis longtemps sur les données papier, mais bien sûr aussi les données électroniques. Et donc, on a, pour des raisons internes, patrimoniales, ou des raisons légales, on a une obligation de garder des données un certain délai. Et passé ce délai, eh bien, il faut éventuellement les effacer. Donc, on va définir des cycles de vie, par exemple sur un contrat, par exemple sur un NDA, par exemple sur… voilà, je pense que vous aurez compris l'idée. Donc, on a 2 façons pour gérer le cycle de vie des données. On va mettre en place ce qu'on va appeler des stratégies globales auxquelles il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur quand il manipule ces données. On va parler de stratégie globale. Donc, par exemple, tout le contenu d'une boîte mail, tout email vieux de plus de 3, 4, 5 ans, ça va dépendre du choix de l'organisation. S'il n'est pas étiqueté particulièrement, ou s'il n'est pas sauvegardé autrement, il sera effacé de la boîte mail. Ça, c'est un exemple. Par exemple, sur un espace OneDrive ou un espace SharePoint. Ou alors, justement, c'est encore une fois cette notion de premier étage, deuxième étage. On ne peut pas juste gérer le cycle de vie de manière aveugle sur l'ensemble d'une boîte email ou l'ensemble d'un site SharePoint. On doit repérer de manière bien spécifique de l'information qui doit suivre un certain cycle de vie. Et de ce fait-là, on va appliquer non pas des étiquettes de protection dont on a parlé tout à l'heure, mais des étiquettes de rétention. Et donc voilà, par exemple, un exemple de cycle de vie d'un document. Je crée un email, ou je crée un document, ou je reçois un email. De manière manuelle ou automatique, il va y avoir soit une stratégie globale ou une étiquette alors, la stratégie globale, elle va forcément être appliquée automatiquement, mais éventuellement, en plus, de manière manuelle ou automatique, un label selon, on revient à l'acte 1, le repérage d'une donnée sensible, et bien éventuellement, il va y avoir une étiquette particulière qui va être appliquée. Et cette étiquette va déclencher une certaine stratégie, justement, de conservation éventuellement du contenu. Donc là, dans cet exemple, le contenu va être figé pendant une certaine période. Au bout de cette période, en nombre de jours et ou mois et ou années, la période de rétention s'arrête. Et donc, pendant toute cette durée, qui dit rétention dit garder des traces, finalement, du contenu tel qu'il est. Donc, rétention ne veut pas dire je ne peux plus modifier ou effacer le document. Ça ne veut pas forcément dire cela. On peut éventuellement l'utilisateur peut quand même modifier, mais finalement, s'il modifie un document qui est sujet à une période de rétention, les différentes versions du document vont être conservées. Et éventuellement, on va bloquer l'édition, on va bloquer la suppression, et là, on va tomber sur une gestion du cycle de vie qui tourne autour de ce qu'on appelle le record management. Quoi qu'il en soit, à la fin de la période de rétention, il peut se passer différentes choses. Par exemple, on va lancer un flux d'approbation de suppression. Donc, on va demander à un ensemble de personnes, ce document est-il éligible à être effacé parce que sa période de rétention est terminée? Éventuellement, oui, éventuellement non, et éventuellement, ça va être autre chose aussi qui va se faire sur ce document. On va lancer un flux métier un peu plus avancé que juste décider oui ou non
Est-ce que le document doit être supprimé? Et éventuellement, passé cette 4e étape, eh bien, il y aura une décision qui sera prise. On supprime le document, éventuellement on le déplace, ou même on applique une nouvelle étiquette au document pour démarrer un nouveau cycle pour des raisons X ou Y et en général des raisons métiers vis-à-vis du document visé. Donc voilà globalement, de manière très simplifiée forcément, comment se passe la gestion du cycle de vie des données. Alors, pas forcément de démo pour cela, ça sera pas forcément très parlant. Donc, je vais juste passer sur l'acte 4, proposition de démarche qui en tout cas, fonctionne bien. C'est une démarche qui de toute façon est itérative. C'est pas du tout un projet séquentiel, c'est quelque chose. En fait, c'est pas la protection des données pour moi, c'est pas un projet. Il y a une date de début, mais il n'y a pas forcément de date de fin parce que on est en amélioration continue. Mais tout de même, il faut bien démarrer de quelque part. Donc, la première étape, c'est un petit peu comme le cycle, le fil d'Ariane que j'ai suivi aujourd'hui. Il faut forcément choisir par où on va démarrer. Ça peut commencer par une étude de cadrage un petit peu métier, ça peut commencer par un audit des données de l'existant et se rendre compte que oui, là, on a vraiment des données bancaires n'importe où ou des données personnelles n'importe où, et c'est ça qu'on va faire en premier. Et puis, on va choisir, on va sélectionner les typologies de données et les cas d'usage qu'on veut mettre en place en premier lieu. On va construire, on va expérimenter au travers de POC. Une fois que le POC est terminé, on va mettre à l'épreuve auprès d'utilisateurs finaux pour tester justement jusqu'à quel point ces stratégies, elles fonctionnent bien, est-ce qu'elles sont bien, accueillies, et ça va définir justement tous les efforts de gestion du changement à mettre en œuvre lors du déploiement en production. Et donc, on va déployer en production, pas forcément en Big Bang sur l'ensemble de l'organisation, peut-être une direction en particulier, puis une autre, et on va dérouler toute une notion de gestion du changement, de support utilisateur. Et ensuite, eh bien, on redémarre avec un nouveau périmètre, un nouveau cas d'usage, une nouvelle typologie de données, etc. Voilà. Alors, juste, je ne vais pas forcément vous lire cette slide-là, c'est juste pour un petit bonus au cas où vous voulez en savoir davantage sur Microsoft Purview. Voilà, différents liens qui vous permettent de vous auto-former. Les 3 liens sont liés à Microsoft Learn et puis les deux liens suivants, c'est un parcours qui vous est proposé justement pour devenir justement un ninja autour de Purview. Je vais prendre quelques minutes pour d'éventuelles questions. Alors, n'hésitez pas même à prendre le micro, ça peut être aussi plus interactif. Bon, il n'y a pas plus de questions que ça. Il y avait une question de Ziad. Je sais pas si tu veux la poser en ligne, Ziad. Oui, Ziad, n'hésite pas. Dans le monde on-prem, on est seulement limité par IP Scanner ou DLP for Endpoint. Alors, pour la protection de la data dans un monde on-prem, on est limité par IP Scanner et DLP. Alors, dans quel sens on est limité? Je voudrais juste m'assurer de ne pas répondre à côté de la question. Là, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Donc, je vous parle du monde on-prem, s'il y a des serveurs de fichiers ou des fichiers qui sont dans des serveurs ou bien dans les postes clients, quoi. Vous voyez? Et du coup, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quoi comme features, donc qu'on peut les utiliser pour, c'est l'équivalent, quoi. C'est l'équivalent des sensitive labels, mais Oui. orienté on-prem, c'est l'IP scanner, si je me trompe pas. Et il y a aussi la DLP for endpoint pour étaler les stratégies DLP. Donc au niveau d'un monde on-prem, quoi. Après, donc je sais pas, donc selon les retours d'expérience, donc selon vos retours d'expérience, donc y a-t-il d'autres solutions, y a-t-il d'autres manières pour assurer la protection et la gouvernance des données dans un monde on-prem qui n'est pas classifié, quoi. Oui, tout à fait. En extension de l'IP Scanner, en fait, il y a ce qu'on a déployé justement récemment chez un client qui aurait pu utiliser l'IP Scanner qui permet donc de justement monitorer
un certain serveur de fichiers, au moins pour repérer l'information, voire l'étiqueter. Mais au final, les besoins métiers du client étaient un petit peu plus complexes et on est passé par le SDK de MIP. Alors maintenant, on appelle ça le MPIP SDK, donc Microsoft Purview Information Protection SDK, et qui, en fait, voilà, avait besoin de développer ses propres mécanismes. Donc, il y a tout un SDK disponible qui est documenté, qui fait de manière, on va dire, un petit peu plus technique ou enfin, pas avancée, mais en tout cas plus personnalisée ce que l'IP Scanner fait. Et pour ce client-là, ça a été très utile parce qu'ils ont intégré cela à d'autres mécanismes applicatifs au travers d'un applicatif X qui n'est pas en interaction avec Office, eh bien, appliquer du labeling selon la nature de l'information. Donc, voilà. Et selon quel critère ou bien quel repère pour privilégier le SDK par rapport à IP Scanner? Car j'ai pas eu l'occasion avant d'implémenter le IP Scanner et du coup, donc, j'aimerais savoir un peu plus de En détails. fait, l'IP Scanner, c'est une version je vais simplifier le propos, mais en fait, c'est une version prête à l'usage d'un dev qui s'appuie entre guillemets sur le MPIP SDK. Donc c'est quelque chose qui est déjà prêt à l'usage. Bon, il y a des choses à installer, il y a sur les serveurs, il y a pour faire tourner correctement la chose. Mais le SDK, finalement, on va l'utiliser si les besoins d'IP Scanner ne suffisent pas au cas d'usage. Donc moi, ma recommandation, c'est avant de partir sur du dev, à moins que dans votre organisation, vous ayez une grosse équipe de dev et c'est votre culture, bon, ok, peut-être, mais néanmoins, il ne s'agit pas de réinventer la roue, ça ne sert à rien. Donc, l'IP Scanner, ce serait la première étape. Scanner du contenu on-prem, du file share, typiquement, voilà, c'est désormais, on appelle ça le MPIP Scanner plutôt que AIP, mais on parle bien de la même chose. Commencez par cela parce que la différence aussi entre le MPIP Scanner et le SDK, c'est que justement, le SDK va vous permettre surtout du labeling, mais ne va pas vous permettre de faire cette cartographie de données on-prem. Alors que MPIP Scanner, lui, va le permettre. Faire une cartographie régulière sans forcément impliquer du labeling. La cartographie, vous voulez dire, c'est l'activité Explorer, typiquement le Content Explorer, exactement. Le Content Explorer. Ouais, tout à fait. Qu'on avait retrouvé ici. En fait, il va alimenter le Content Explorer, l'IP Scanner, alors que le SDK, lui, va juste avoir une action de labeling, enfin d'étiquetage, donc. D'accord, ok. Donc, c'est ça aussi la différence. Merci. Pas de rien, de rien, de rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous ai partagé beaucoup d'informations. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, moi, je trouvais ça très clair. Comme je te disais au début de la session, moi, je suivais un peu tout ça de loin et ça permet d'éclaircir un peu tout. Bon, super. Et j'espère après, donc, il n'y aura pas de changement de nom de produit, sinon, donc, pour les personnes qui vont débuter, donc, genre Defender for Data, donc, ce genre de nom de produit, quoi. Deux donc, c'était ça le problème avec Microsoft. Pour un débutant qui va commencer son parcours, quoi, donc il va trouver deux noms de produits, du coup, donc, il y aura certainement une sorte de confusion, quoi. Ouais, c'est aussi un peu pour ça que j'ai partagé ces liens parce qu'au final, ils permettent, voilà, Microsoft, entre guillemets, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, a fait énormément de progrès sur la documentation de ses produits, même s'il y a jamais rien de parfait. Ça reste les bons points de départ. Et puis, désormais, heureusement, quand il y a des changements de nom de produit, ça apparaît dans la documentation, donc on s'y perd un peu moins. Mais c'est vrai que ça peut être source de confusion et ça l'a été dans les 9 derniers mois avec ce changement pour Microsoft Purview. Ouais, après, donc, pour le cas, par exemple, d'Intune, donc, même s'il change tous les jours le nom de produit, donc, ça va rester par abus de langage Intune. Il n'y a pas de endpoint manager, quelque chose comme ça. Donc, c'est
c'est par abus de langage, quoi. C'est l'habitude des personnes. Donc, ils connaissent dès le départ Intune. Donc, même s'ils vont changer, donc les personnes, ils vont directement donc prononcer ça en Intune. Donc, ils n'ont pas avec le nouveau nom. Ouais, tout à fait. Bah voilà. Après, on n'échappe pas aux différentes stratégies marketing de Microsoft. Ça peut s'expliquer. Enfin voilà, ça m'a troublé de voir le mot purview prendre le dessus sur MIP, et au final, bah, on finit par bien comprendre derrière. Voilà, c'est un ensemble typiquement, voilà, à terme, le côté anciennement Azure Purview et puis anciennement MIP, donc ils ont chacune une plateforme dédiée. Éventuellement, ça sera une approche unifiée par la suite, et la marque Microsoft Purview aura davantage encore de sens. Mais bon, je suis pas devin. Merci beaucoup en tout cas, Romain. C'était vraiment Bah, super. merci encore, Damien. Merci. Merci comme je à tous disais, pour votre participation. Oui. Au début de la session, la vidéo sera disponible sur YouTube vers 15h. Je mettrai le lien aussi sur la conversation ici. Excellent. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une session mardi sur la gestion des macOS dans Intune. Ouais, avec Tom Machado. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Romain, et merci à tous d'être venus. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée.